le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, es-tu là? Salut Jérôme Colombin, je suis là. Merci mon ami. Voilà, puisqu'on anime à tour de rôle en fait ce débrief transatlantique. Si les gens n'avaient pas remarqué, je pense que tu viens de péter le secret. Là. Voilà, donc aujourd'hui, cette semaine, c'était mon tour. Ouais. Écoute Bruno, c'est encore une semaine énorme en matière d'actualité. Qu'est-ce que t'en penses? Puis vous avez volé le début de la semaine avec votre super capitaine Europe qui claque la porte, Thierry Breton, qui annonce son départ. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Tu veux mon analyse? Oui. Tu vas pas être déçu. Sinon, je raccroche. Non, écoute, effectivement, ça a fait un peu de bruit en début de semaine, mais c'est surtout sur la forme. C'était un peu théâtral, comme ça. Voilà, une lettre pour dire tout va mal, je m'en vais, etc. Et surtout publié sur les réseaux sociaux, en plus. Exactement, sur les réseaux sociaux, c'est amusant quand on sait un peu ses rapports par rapport. Après, non, il faut pas tomber dans cette caricature. Il utilisait abondamment les réseaux sociaux. Thierry Breton, donc, c'était le commissaire européen chargé de plusieurs choses, l'industrie, la défense et le numérique. Et c'est vrai que son nom restera attaché à un certain nombre de textes quand même importants, le DSA, le DMA, l'AI Act pour l'intelligence artificielle. Et finalement, c'est vrai que sur les derniers mois, là, il était en place depuis 2019, même sur les dernières années, il était assez controversé. En fait, il avait des défenseurs, et puis il avait aussi beaucoup de gens qui commençaient à dire non mais ça suffit quoi, on va arrêter nous l'Europe, et on en a déjà parlé souvent ensemble, Bruno. On réglemente à tout va, on réglemente tout et n'importe quoi, des choses avant même qu'elles existent concrètement. Donc il y avait ce côté un peu, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que même Thierry Breton n'en fait pas trop lui-même? Bon, après, moi je pense que malgré tout, il a ouvert des portes, ou plus exactement, il a fermé des portes, parce qu'il avait un credo qui est la souveraineté numérique européenne, et la souveraineté tout court d'ailleurs, parce que c'est un autre sujet, mais il a essayé de faire revenir des industries après la Covid sur le médicament, tout ça, etc. Mais enfin bref, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'il s'est écharpé avec Elon Musk plusieurs fois, il a un peu remonté les bretelles à Mark Zuckerberg. Alors voilà, c'était peut-être pas très diplomatique. Le problème, c'est qu'on en commence peut-être à en payer le prix un petit peu de ça aujourd'hui, avec des géants comme Meta, comme Apple, qui renoncent à déployer leur technologie, notamment d'intelligence artificielle en Europe. Ok, c'est un vrai problème, mais est-ce qu'il y avait une autre solution? Et est-ce que finalement, il a quand même pas donné une direction vers laquelle il faut aller? Parce que s'il n'y avait pas eu ça, qu'est-ce qui se serait passé? C'est ça la question. Est-ce qu'on était condamné à devenir, comme dit Laurent Alexandre, des colonies numériques des États-Unis? Alors, il a sans doute fait des bêtises ou pas des bêtises, mais en tout cas, trop de choses peut-être, mais au moins il a donné une direction. Non, mais comme tu le dis, je pense qu'on se souviendra de lui comme quelqu'un qui a tenu tête aux géants de l'Internet, puis qui a su mettre des barrières pour le bien ou pour le mal, là, mais qui a su mettre des barrières pour encadrer toute l'utilisation sur le territoire européen. En tout cas, moi, s'il nous entend, je le salue et je le remercie pour ses loyaux services. Voilà. Alors, on enregistre d'ailleurs, le bruit qui court, c'est qu'on pourrait vite le voir ressurgir en tant que ministre. Bon. Je présume, oui. Rien n'est fait. Mais ça, c'est les petites astuces politiques, c'est sûr. Enfin, je ne sais pas si tu as vu, donc Elon Musk lui a souhaité bon voyage sur X. Ouais. Il lui a dit bon voyage. Est-ce qu'il lui réserve une place sur sa prochaine navette? Ouais. Voilà. Oups, la porte s'est ouverte. Oh, ça c'est ballot. Oui, mais ce à quoi Breton a répondu qu'il était prêt aussi à réguler l'espace s'il fallait. Non, c'était une jolie passe d'armes. C'était assez élégant. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire. On dit qu'il a il a essayé de faire des textes qui n'étaient pas conformes, qui juridiquement ne pouvaient pas tenir la route, etc. Bon, après, on rentre dans des débats qui sont un peu pointus, un peu complexes. Mais en tout cas, ça marquera une période où l'Europe a peut-être quand même pris conscience de manière assez forte du danger, enfin en tout cas de l'enjeu, et essaye comme elle peut de limiter la casse, on va dire. Ouais, mais j'aime bien vous me payer votre tête, mais ça reste quand même que c'est l'Europe qui est le leader au niveau de la saine utilisation de toutes ces technologies-là. Et vous avez montré le chemin pour énormément de gouvernements à travers la planète, alors faut vous redonner ça. Là. C'est vrai.
Merci de Mais nous c'est tout. l'accorder, J'arrête ici. cher ami. OK. Bon, ok, on arrête là. À part ça, de ton côté de l'Atlantique, Bruno, quoi de neuf? Ben écoute, moi, c'est une étude de Capterra qui a attiré mon attention. C'est quand même pas banal, là. Ils disent que d'ici, puis Capterra, c'est une firme solide, là. Ils ont fait un sondage auprès de spécialistes du marketing, des spécialistes du marketing. Et selon eux, d'ici 2026, et là, tiens-toi bien, 65% du contenu qui est publié sur les médias sociaux au Canada pourrait être généré par des outils d'intelligence artificielle générative. 65%. Mais là, rendu là, on ne parlera pas de médias sociaux, on va parler d'IA sociale. Parce Ouais. que ça ne sera plus du contenu fait par des humains. Là. C'est C'est fou. dingue, c'est dingue. Ouais. Alors, bon, tu parles du Canada, mais je pense qu'on peut extrapoler à l'ensemble de la planète. Ça va être ailleurs. Puis, et quand on regarde, quand on approfondit la recherche qu'ils ont faite, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 73% des pratiquants du marketing en ligne qui disent que ça améliore les performances, que leurs publications qui sont générées par de l'IA ont plus de succès que le matériel qu'ils font comme humains. Et dans le cas de 26%, ils remarquent même une hausse significative au niveau de l'interaction, de la portée des messages. C'est pas vraiment des bonnes nouvelles pour des gens qui sont en communication, ça. Non, mais rappelle-toi aussi une chose qu'on avait évoquée il y a quelques semaines, qui est que, du coup, si tous les contenus en ligne sont publiés par des IA et que les IA continuent à s'entraîner à partir des contenus en ligne, au bout d'un moment, c'est le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Et on avait évoqué ensemble récemment le fait qu'on s'est aperçu que les IA qui s'entraînent avec des fausses données artificielles générées par de l'IA, au bout d'un moment, en tout cas pour les images, alors pour les textes, parce que ça donne, mais au bout d'un moment, elles deviennent folles, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que pour le texte, on va voir la même chose. Ça va déformer la réalité, ça va déformer les données. Parce qu'à force de toujours restreindre, épurer, c'est un peu ce que je raconte quand je fais des conférences sur le sujet de l'IA. Une de mes craintes, c'est qu'à un moment donné, dans 15 ans, dans 20 ans, l'IA va se concentrer et se fier sur essentiellement des créations de sons crus et toute la connaissance générale, toute la connaissance universelle, elle va faire fi de ça. T'imagines à côté de tout ce dont on va passer à côté pour arriver à une réponse qui sera épurée, très nette, très belle, mais qui sera peut-être très peu représentative de l'humain et de son histoire. Ouais, tu as raison. Ça sera... Quel philosophe je fais. Ah, c'est formidable. Je pense que là, tu es mûr pour les opérations, les émissions sur France Culture chez nous. Il faut qu'ils t'invitent. Bon. Mais après, c'est une vraie question de fond parce que y a l'aspect positif qui est que ce sera des belles infos clean, etc. Et on espère juste, mais c'est aussi la porte ouverte à de l'intoxication, on saura plus de moins en moins distinguer le vrai du faux. Alors cela dit, je ne sais pas si tu as vu cette étude du MIT qui est assez encourageante et qui montre que l'intelligence artificielle peut permettre de faire douter les conspirationnistes, des gens qui J'ai vu ça passer, ouais. Voilà, des gens qui sont persuadés que le 11 septembre a été fomenté par les États-Unis, que la Terre est plate, qu'on n'a jamais marché sur la Lune, etc., etc. Quand on les met face à des intelligences artificielles avec lesquelles ils discutent, l'IA finit par les faire un peu douter. Et il y a des chiffres, je crois que leur croyance dans ces choses-là diminue de 20%. Ensuite, ils ont tendance à moins croire d'une manière générale c'est ce type d'information. Et c'est super intéressant parce que l'IA, tu peux discuter avec elle tant que tu veux, elle va jamais s'énerver, elle va jamais avoir envie de te frapper. Justement, c'est ça la différence entre l'humain. Parce que quand tu regardes des discussions qu'on peut avoir avec certaines personnes sur les réseaux sociaux, rapidement, à un moment donné, t'en as le ras-le-bol de cette histoire-là. Il y en a d'autres qui durent longtemps. Et tu vois qu'à un moment donné, les esprits s'échauffent. On n'est plus cartésien, on n'est plus dans la discussion. Là, on est rendu dans l'émotion. Et c'est ça la différence avec l'IA. C'est que l'IA, elle reste focus sur la discussion et ça fait que son interlocuteur qui est humain, lui, demeure dans le contexte. Puis à un moment donné, les idées commencent à être challengées. Là. Ouais. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle, comme quoi la raison finit toujours par l'emporter, quoi. Même si elle est... Le raisonnement machine, tu veux dire. Ouais, oui, mais c'est du raisonnement machine basé sur la raison et qui brasse des idées plus rationnelles et on est plus proche de la vérité.
Tu vas peut-être faire une autre émission, toi, sur France Culture. Ouais. Comme ça. Bon. Sinon, tu as vu ça? On reste dans l'IA, le temps qu'à être parti. La nouvelle initiative de Google qui lance Audio Overview. Ouais. Non, mais attends, il fallait pas en parler, Bruno. Chut. Oh non, Ça non. reste secret. Non. Mais sinon, on est mort. Qu'est-ce que tu fais comme métier déjà, C'est rappelle-moi? de la grosse compète, ça. Mais c'est quand même intéressant. Non, mais regarde, pour montrer aux gens qu'on est vraiment ouvert et qu'on Bien sûr. partage tout, c'est cette intelligence artificielle qui permet de vous charger vos documents, vous donner accès aux documents à cette IA-là, la Audio Overviews, et ça permet de créer un document audio avec 2 voix de synthèse qui co-animent une discussion à partir des documents que vous avez créés. Ouais, Alors, ça par s'appelle un exemple, podcast. ouais, exactement. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, sauf que nous, Tout à fait. on est en vrai. Mais donc, tu lui donnes accès à cette information-là et il arrive à créer une discussion. Et c'est assez amusant parce qu'on a eu un exemple de ça. Souviens-toi, lors de la dernière présentation de Google où on parlait de vers où Google allait aller avec son intelligence artificielle, et on avait cette présentation où il y avait un professeur, il y avait un père et son fils. Ouais. Et là, il y avait de l'aide aux devoirs. Et là, il y avait une IA qui expliquait comment fonctionnait, je pense, la loi de la relativité. Et c'était 2 personnes. On avait l'impression d'écouter un podcast ou une émission de radio. Et puis, à un moment donné, il y a le père qui intervient, qui dit, « Mais attendez, mon fils, lui, ce qu'il aime, c'est le basketball. Est-ce que vous êtes capable de faire un lien avec le basketball? » Et là, il y a une voix de synthèse qui dit, quelle bonne idée! Et là, l'autre voix de synthèse fait l'analogie avec le basketball. Alors, on a déjà eu la démo, mais là, maintenant, on peut l'utiliser soi-même. Ça commence devient à un être service. Ouais, exactement. Et le résultat est pas mal, hein. Je sais pas si tu allais écouter, mais voilà, c'est de la conversation, des bonnes blagues, une voix d'homme, une voix de femme. Et alors, ça permet de mettre en audio des sujets un peu compliqués, hein, même des sujets juridiques, techniques, etc. You ever get that feeling like you're just drowning in information, articles, PDFs, websites, all promising to like unlock the secrets of the universe? Or at least help you finally finish that research project you've been putting off. Exactly. It's like trying to drink from a fire hose, you know? I mean, I love learning new things, but who has the time to actually go through all of it? Maintenant, la question, c'est jusqu'où on va utiliser ce genre de choses. Est-ce que on pourrait faire le débrief transatlantique animé par 2 IA? Ben, probablement, parce qu'on y chargerait chacun nos sujets. Chacun nos personnalités. Oui, puis il y aurait Voilà. une discussion là-dessus. Mais pour le moment, Tout à c'est fait. pas ce qu'on fait, là. Non, c'est pas ce qu'on fait. On peut pas le faire. Mais tu as raison. Et puis en plus, il faut surtout pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, ou en tout Non. cas jamais, parce que ce qui est pas possible forcément aujourd'hui peut l'être demain. Et puis ce qui est important aussi, c'est la réaction, la perception des gens. Par exemple, moi, quand je fais appel à mon journaliste virtuel Nicolas, eh bien, je sais que certaines personnes trouvent ça très bien et ça rompt un peu la monotonie du propos, et puis ça permet de faire passer des infos, etc. Mais d'autres sont un peu gênés, ce que je comprends. Voilà. Ouais. Mais ça tient peut-être aussi au fait que moi, j'annonce la couleur. Je dis clairement que c'est une voix de synthèse. Tandis que peut-être que si je ne le disais pas, eh bien, la perception ne serait pas forcément la même, parce que le résultat est quand même assez incroyable. Oui, parce que essentiellement, si on arrive à offrir aux gens un contenu intéressant, et surtout aujourd'hui, là, en anglais, c'est très réussi. Moi, quand j'entends des démos comme ça, là, c'est vraiment réussi. En français, de temps en temps, c'est un peu boiteux encore. On se prend dans les intonations, mais quand même. Mais c'est une question de temps, hein. Donne un an, puis on fera pas la différence en français. De quoi parles-tu, Bruno, dans ton carnet, mon carnet, cette semaine? Ben, dans ton carnet, dans mon carnet. C'est difficile à dire mon carnet, parce que c'est le nom. Ben non, mais c'est dans le mien, c'est pas dans le C'est pas tien. mon carnet. Ouais. Dans mon carnet, entre guillemets. Ouais. Bon, comment ça, entre guillemets? Bah, c'est le nom de l'émission. OK, d'accord. Écoute, 3 invités que je te confirme que je mentionne. D'abord, il y a Sami Khoury, qui aujourd'hui est haut responsable au gouvernement canadien de la cybersécurité. Ça a été le patron, ça, du Centre de sécurité électronique du Canada pendant des années. Et là, maintenant, il vient de céder la direction et il monte encore plus haut auprès du premier ministre. Alors, j'utilise rarement ce mot-là, là, mais c'est vraiment une entrevue exclusive. Il a accepté de me parler. C'est rare qu'on parle avec ces gens-là. Et donc, on va parler
parler de cybersécurité au pays, les risques, tout ça. Sinon, une discussion avec Donc toi aussi, tu parles de cybersécurité, comme oui, moi cette semaine. je copie. Hein. T'es mon influence première, avec une semaine de décalage. Et sinon, je parle avec quelqu'un du Conseil du statut de la femme, qui est un organisme qui conseille le gouvernement du Québec sur la question de la parité homme-femme dans le contexte de l'intelligence artificielle. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est encore plus précis là, par rapport à l'intelligence artificielle, les risques, mais aussi ce qui pourrait être fait. Et puis finalement, une entrevue avec Marcello Vitali Rosati, qui est un auteur d'un livre qui, écoute, c'est presque le refus global de l'électronique ou des technologies. Ça vient de sortir aux éditions Zone. C'est vraiment bon. C'est un prof à l'Université de Montréal, et il publie en France. Et là, lui, il a vraiment décidé de ne pas, par exemple, avoir de téléphone intelligent. C'est le refus. Il est très critique par rapport aux GAFAM, mais c'est un délice de l'entendre. J'avais l'impression d'entendre, j'oublie le nom du Umberto Eco. J'ai l'impression, cette entrevue-là, je l'écoutais en la faisant, et j'avais l'impression de lui parler aujourd'hui. Ouais. J'ai reçu un livre aussi il y a pas longtemps, un peu sur le même sujet comme ça, qui est assez critique par rapport à l'usage des écrans. Et justement, tu me fais penser que je dois recontacter l'auteur. Oui, il faut avoir. Absolument, il faut bousculer un peu nos certitudes. Hein. On est là pour ça aussi. Mon cher Bruno, je te propose qu'on se quitte là-dessus, et puis qu'on se donne rendez-vous, comme d'hab, la semaine prochaine. Salut. Bonne suite de podcast, salut.